Alors, quelle est la représentativité des femmes dans les grands prix, notamment le prix de Sker? Vous savez que le prix de Sker est l'équivalent du prix Nobel de l'architecture, qu'il est doté d'environ 100 000 euros et que jusque les années 2019, il n'y a eu pratiquement que des hommes qui l'ont eu, à l'exception de 4 femmes, dont Zaha Hadid, Kazuyo Shijima et Carmen Pidnem. Donc ce sont les rares femmes qui ont pu avoir ce prix. Dans les années récentes, on voit qu'il y a une amélioration nette, puisque Yvonne Farrell et Sheila McMara ont obtenu le prix en 2020 et Lakaton Vassal l'ont eu également en 2021. Cependant, c'est quand même que 7% de femmes, alors que nous sommes 49% d'étudiantes et 30% d'inscrites à l'ordre. La représentation des femmes dans le Grand Prix de l'architecture, je ne vais pas vous faire un dessin, bien que, donc vous voyez, depuis 1975, tous ces hommes qu'on ne voit pas très bien là, Jean Villers, Val, Taillibert, Simonet, Renaudy, Parent, Chemetov, vous me direz quand il y a une femme, Siriani, Edmond Lay, Andro Para, Adrien Fassbinder, Jean Nouvel, etc., etc., jusque... Chose incroyable, en 2008, nous avons vu l'agence Lakaton Vassal. Et en 2016, miracle, Madame Itard et Madame Myrto Vittard et Monsieur Marc Ibos. Donc, ça fait relativement peu de femmes lauréates, reconnaissez-le, puisqu'il y a eu 28 hommes sur 28 prix. Donc, uniquement 2 femmes en couple. Et là, ils ont encore raté le coche, puisque Pierre-Louis Fallotti a eu le prix en 2018, mais Philippe Prost en 2022, et on n'a donné qu'une médaille à notre ami René Gailloustet. Alors évidemment, le constat, c'est que 28 fois des hommes, pratiquement jamais une femme. 2 femmes sur une période de 1975 à nos jours, c'est très peu. C'est toujours le mâle blanc dominant de plus de 60 ans qui a le prix. Donc c'est une phrase évidemment qui n'est pas très belle à dire, mais qui est réelle. Et donc je remercie aussi bien Madame Roselyne Bachelot que Monsieur Reister et que la nouvelle ministre, qui d'après notre ami de la chronique d'architecture dit que c'est un non-événement, ce Grand Prix de l'architecture. Donc pour une fois, une femme qui a eu nos médailles. Merci Madame la ministre. Pourquoi n'a-t-on pas de femmes qui ont le prix depuis le début de ce prix, à part 2 en couple? Donc voilà, je pense qu'il y avait 2 femmes qui étaient sur les listes. On avait entendu parler, tous les gens qui sont dans le pré-jury, on nous avait dit il faut absolument que ça soit une femme, mais non, voilà. Donc René, cher René, c'est toujours pas ta place, bien que son mari, il y a 44 ans, ait eu le prix, il a eu le Grand Prix de l'architecture. Et donc, cette dame que nous avons, nous, en tant qu'ARVA, honorée en 2014, puisqu'on lui a donné le prix de la femme pionnière. Donc, elle a eu aussi un Grand Prix à l'Académie d'architecture, à l'Académie de Royal Academy de Londres, où je suis allée avec certaines de ses anciennes collaboratrices. Et nous sommes aussi... elle a eu son prix à Berlin. Et en honneur à cette femme renommée qui a fait une architecture remarquable, nous organisons demain des visites. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés, il reste encore quelques places. Demain, nous organisons une visite et nous avons rendez-vous à la mairie d'Ivry à 14h30 demain. Donc nous irons visiter les projets de notre cher ami René Gailloustet qui malheureusement est un peu malade, mais voilà. Donc elle aurait quand même pu avoir un prix dans toute sa vie, un prix comme les hommes. Maintenant, l'équerre d'argent. L'équerre d'argent, eh bien oui, l'équerre d'argent, c'est souvent des hommes, c'est 12% de femmes, toujours pour une population de 30% d'inscrites à l'ordre et de 49% d'étudiantes, 59%, excusez-moi. Donc, la dernière médaille d'argent de l'équerre d'argent, on attend les résultats pour cette année. Disons que l'année dernière, c'est toujours une équipe d'hommes avec l'atelier PNG, atelier Julien Boideau et Émilien Robin qui ont gagné. Et Christelle Filotico, qui a eu le prix pour les espaces publics et paysagers. Bon, on a bien aimé le programme de Tadao Ando, mais toujours des équipes masculines. Par contre, c'était une femme qui présentait le projet lorsqu'ils ont eu l'équerre d'argent. L'Observatoire de l'économie de l'architecture, qui est donc un document officiel qui provient du ministère de la Culture, j'ai rien inventé,
Ça a été fait par l'école spéciale, l'école supérieure d'architecture qui se trouve à Marne-la-Vallée. Donc une très bonne école qui est assez impliquée dans les combats pour l'égalité professionnelle. Donc la parité, c'est 59% d'étudiantes et 41% d'étudiants. Mais maintenant, concernant les salaires, il y a 25% d'écart pour les femmes de moins de 35 ans qui gagnent 25% de moins que les hommes. Et tout âge confondu, c'est moins 40%, moins 41%. Et alors, pire encore, quand vous êtes en zone horaire, chère dame, sachez que vous gagnez que environ un peu moins de la moitié de ce que gagnent les hommes. Ce n'est pas de la faute des hommes, on n'a rien contre les hommes, c'est simplement que très souvent, ils ont peut-être des plus gros projets que vous, et parfois même, ils ont, prenons Nouvelle ou prenons Ricciotti, donc des plus gros projets, des plus grosses opérations, donc des plus gros honoraires, donc des plus gros revenus. Voilà, donc, et puis la femme qui s'occupe des enfants, de la maison, du grand-papa, de la grand-mère, elle a moins de temps pour consacrer à la vie professionnelle, car elle doit en garder un peu pour sa vie personnelle. Donc voilà, ce prix, c'est un prix donc, qui vient à la suite de toutes ces réflexions en disant, effectivement, il se trouve que les femmes sont sous-représentées dans différentes institutions. Prenons par exemple les AJAP, où effectivement, sur 28 femmes nominées, sur 28 entreprises qui ont été sélectionnées pour avoir le prix des jeunes architectes, il n'y a eu que 2 équipes féminines. Donc 2 équipes féminines par rapport à 28 équipes, ça fait moins de 10%. Voilà, donc un peu plus. Bon, je compte très mal. Je crois que Mme Rixain est arrivée, donc je lui cède la parole. C'est à vous, madame. Bonsoir, pardon pour mon retard. Madame la secrétaire générale, mesdames et messieurs, monsieur le directeur, je suis très heureuse donc d'être parmi vous ce soir pour cette 10e édition du prix de la femme architecte, et donc rendue en effet possible notamment grâce au travail engagé de l'ARVA, si je prononce bien le nom de l'association, et de sa secrétaire générale, madame Catherine Guyot, que je remercie encore pour son invitation. Toutes et tous ici, eh bien, vous concevez et puis vous façonnez également le monde, vous inventez des modes de vie, les modes de vie d'aujourd'hui, mais également les modes de vie de demain, nos façons d'habiter l'espace, d'y vivre ensemble. Vous vous attelez à l'ouvrage du vécu, aux usages, vous les faites, vous les défaites au fil des contraintes géographiques, économiques et techniques, mais également sociétales et écologiques. Les architectes que vous êtes organisent évidemment la vie de la cité, la vie dans la cité, les espaces que l'on traverse, que l'on habite, dans lesquels on s'instruit, où on travaille, où on se rencontre, parfois où on contemple également. Face aux enjeux du XXIe siècle, la tâche est grande, réinventer des modes de vie compatibles évidemment avec l'impératif écologique, construire un monde habitable et profondément universel. Et j'ajouterai des espaces libérés également des injonctions séculaires visant à renvoyer, il faut bien le dire, la femme au foyer et réserver souvent l'agora aux hommes. En somme, vous créez un monde du lien entre êtres humains, et avec le vivant. Et c'est justement au nom de cette universalité réelle que j'ai été invitée ce soir pour vous parler d'égalité économique et professionnelle. Et donc, en effet, je vais peut-être m'attarder davantage sur ce point. Vous le savez, le président Emmanuel Macron, faisant de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de ces 2 quinquennats, a créé un momentum qui nous engageait à revoir un certain nombre de blocages systémiques qui, bien souvent, entérinent définitivement les inégalités de destin entre les femmes et les hommes. La concrétisation comme l'effectivité des droits économiques des femmes constitue, j'en suis absolument convaincue, autant d'opportunités pour les individus, pour les entreprises et pour notre économie. Elle requiert par conséquent des politiques volontaristes et également des engagements féministes. L'OCDE a montré qu'en cas d'égalité des sexes
dans l'accès aux postes à responsabilité et dans l'entrepreneuriat, la France pourrait gagner 9,4% de croissance supplémentaire en 20 ans, soit 0,4% par an. Et eu égard des chiffres que nous connaissons, évidemment, tout cela est considérable. Et de même, alors que la reprise économique accentue les pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, l'absence de mixité dans les filières prive les entreprises d'importants viviers de candidats et de candidates potentiels. Vous le savez peut-être, seuls 18 des secteurs professionnels sont mixtes, 18 sur 87. La moitié des femmes actives se concentrent sur seulement 10 secteurs, 10 de ces 87 secteurs. Et la résorption de ce gender gap, comme on dit, c'est-à-dire la pleine intégration des femmes dans l'ensemble des secteurs professionnels, et en particulier dans les secteurs en croissance, pourrait représenter une hausse de 2100 milliards de PIB annuels supplémentaires en Europe et 330 milliards en France. Disons-le, les femmes sont évidemment l'avenir de l'architecture, mais également de l'industrie, de la tech, et également de l'agriculture, bref, de l'ensemble des secteurs économiques. Je suis absolument convaincue que nous ne pourrons garantir notre souveraineté ni notre compétitivité. D'ailleurs, lorsque l'on parle de croissance et de performance, on pourrait mettre un S à ces formes de croissance, évidemment croissance économique, mais également performance sociale, si nous nous privons de la moitié de la population. Il faut donc inverser notre raisonnement. Je crois foncièrement que la parité n'est pas une contrainte, mais bien une opportunité. Et ce sont à la fois des opportunités individuelles et collectives pour les femmes comme pour les hommes que nous avons souhaité, au travers des différents dispositifs prévus par la loi du 24 décembre 2021, et qu'en effet j'ai eu la chance de porter, que nous avons également avancé sur le plan législatif. Cette loi s'adresse, vous le savez peut-être, à toutes les femmes, quel que soit leur âge, qu'elles aient ou non des enfants, dans la diversité de leur parcours de vie, et s'inscrit dans la continuité des textes que vous connaissez probablement, ancrant des droits économiques essentiels pour les femmes. Évidemment, je pense ici à la loi du 13 juillet 1965, permettant aux femmes d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari, ou encore plus récemment la loi Copé-Zimmermann, qui a œuvré avec succès à une juste représentation des femmes et des hommes dans les entreprises, dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Mais des avancées législatives étaient encore indispensables pour réduire les inégalités économiques et professionnelles qui persistent entre les femmes et les hommes, malgré l'apparente égalité du droit. Un chiffre en particulier est à la genèse de cette proposition de loi, celui que vous connaissez peut-être, l'écart de rémunération globale entre les femmes et les hommes, 22%, selon la dernière enquête de l'INSEE. Un chiffre qui recouvre l'ensemble des inégalités auxquelles les femmes font face quotidiennement dans leurs études, au cours de leur carrière, face à la charge familiale, et qui reflète le poids des rôles sociaux qui pèsent encore lourdement dans nos choix de vie. Aussi, la loi du 24 décembre 2021 consacre un certain nombre de mesures et consacre donc de nouveaux droits économiques pour les femmes afin de leur permettre de saisir l'ensemble des potentialités qu'offrent les mutations du marché du travail. La loi s'articule autour de 5 volets. Accompagner d'abord les femmes victimes de violences économiques. Donc dorénavant, le versement du salaire et des prestations sociales individuelles doivent être automatiquement versés sur un compte dont les femmes sont titulaires ou cotitulaires. Nous avons également garanti un droit au compte pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Le deuxième volet permet notamment de garantir à toutes les femmes la capacité de rebondir professionnellement, et notamment celles qui sont les plus éloignées du marché de l'emploi, en particulier celles qui bénéficient d'un congé parental, en ouvrant des droits à la formation nouveaux, puisque vous le savez peut-être, mais les mères ont 60% d'opportunités de moins que les pères d'accéder aux 1% de postes à responsabilité. Meilleure prise en compte des difficultés rencontrées par les familles monoparentales, également en insertion professionnelle, puisque nous avons également permis notamment à ce que, et je parle peut-être aux architectes qui vont également leur donner vie, nous avons également consacré dans la loi les crèches AVIP, donc qui sont des crèches à vocation d'insertion professionnelle et qui permettent à des familles en situation de précarité de pouvoir être accompagnées à la fois dans la garde de leurs enfants, mais également dans leur insertion professionnelle et leur insertion économique. Nous avons également stimulé la parité dans les filières d'orientation
pour créer de nouvelles opportunités professionnelles grâce notamment à un baromètre de l'égalité femmes-hommes que je souhaite qui voit le jour dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et sur lequel je suis actuellement en train de travailler avec Sylvie Retailleau. Nous avons également travaillé à la formation des conseillers et des conseillères d'orientation sur les biais de genre, mais également sur les quotas de représentation dans les jurys d'admission afin d'éviter des phénomènes d'endogamie. Comptez les femmes pour que les femmes comptent. Vous connaissez cette célèbre doctrine maintenant du collectif Sista. Et donc, il convenait en effet de compter les femmes afin de briser notamment les nombreux plafonds de verre. C'est évidemment la mesure qui a été la plus peut-être commentée, mais l'objectif était effectivement de permettre aux femmes d'avoir une juste place à la tête des entreprises et notamment de la direction des entreprises. Donc en effet, l'article 14, dans la continuité de la loi Copé-Zimmermann, prévoit un quota de 30% d'ici 2026 et 40% d'ici 2029 de femmes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 salariés. Mais j'indique néanmoins que le dispositif prévu est également ouvert aux entreprises de moins de 1000 salariés qui peuvent également faire état de leur répartition genrée sur le site qu'a ouvert le ministère la semaine dernière. Nous avons également fait en sorte que les femmes puissent créer de la valeur, de la richesse et des emplois au même titre que les hommes. Évidemment, tout cela passe par la puissance entrepreneuriale des femmes et évidemment, les architectes sont souvent également des chefs d'entreprise. Nous le savons, les femmes entrepreneurs bénéficient de moins de financement que leurs homologues masculins. Pour insuffler une nouvelle dynamique, la loi donc prévoit maintenant que BPI France, qui est un moteur de l'égalité femmes-hommes et qui est un opérateur public évidemment substantiel, devra se donner des objectifs de parité parmi les bénéficiaires de ces financements, mais également au sein de ces instances décisionnelles, puisque un quota a été imposé à BPI France de 30% de femmes, 30% puis 40% dans les comités d'investissement. BPI France devra également publier les données genrées concernant l'ensemble de ses investissements et de ses actifs, et également un mécanisme d'égale conditionnalité dont on parle souvent, puisque BPI France ne pourra financer que des entreprises qui respecteront l'index de l'égalité professionnelle. Vous le savez certainement mieux que moi, le monde de l'architecture n'échappe évidemment pas aux standards historiquement patriarcaux du marché du travail. Si la proportion d'étudiantes dans les écoles d'architecture françaises tourne autour de 60%, si les femmes représentent bien la moitié des nouveaux inscrits à l'ordre, plafonnant au global à 30% du fait des générations plus anciennes, à la tête des entreprises d'architecture, les femmes sont peu nombreuses et leurs structures sont plus modestes. Seuls 33% de femmes sont dirigeantes d'entreprises, la plupart n'emploient pas de salariés et elles sont 20% de moins que les hommes à déclarer un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros. De même, on estime que les femmes sont moins de 10% à la tête des grandes agences d'architecture. En termes de revenus, les femmes architectes gagnent bien moins que leurs homologues masculins. Le salaire brut moyen des femmes architectes équivaut à 80% celui des hommes. Pour celles qui travaillent en libéral, l'écart est encore plus important puisque leur revenu représente 61% de celui de leurs homologues masculins. Dans une enquête sur les femmes architectes, la Bibliothèque nationale de France écrit que le travail des femmes architectes n'est pas reconnu à la hauteur de celui des hommes architectes, celui-ci se révélant notamment dans les types de projets les plus souvent attribués aux uns et aux autres. Ainsi, la construction de maisons individuelles et les projets en lien avec le domaine du privé sont davantage confiés à des femmes, tandis que les projets prestigieux d'envergure nationale sont davantage donnés à des hommes. C'est d'ailleurs la sous-représentation des femmes parmi les grands noms de l'architecture qui a mené à la création, je crois, de ce prix. Et à ce titre, évidemment, je souhaite remercier l'ensemble des lauréates qui ont qui ont marqué notamment le paysage architectural français et qui, grâce à ce prix ce soir, marqueront aussi l'histoire. Et j'ai une pensée particulière pour les lauréates que nous allons saluer tout à l'heure. Rappelons que le Grand Prix national de l'architecture, décerné presque annuellement depuis 1975 par le ministère de la Culture, n'a distingué qu'à 2 reprises des femmes, et encore, elle n'était que co-récipiendaire. De même, il a fallu attendre 2004 pour que le célèbre prix Pritzker soit attribué à une femme.
Donc merci encore à l'action d'Arva. À travers ce prix, évidemment, vous rappelez la pertinence, l'utilité de mettre en visibilité les femmes, de rappeler également que l'intérêt également de dispositions qu'a pris notamment la Commission européenne. Et je pense que c'est une bonne chose de rappeler la nécessité d'avoir une meilleure représentation des femmes dans le monde de l'architecture. Une initiative qui évidemment reflète l'aspiration de la société à davantage de mixité des métiers et à un meilleur partage du pouvoir économique et professionnel. Je crois profondément aux vertus de l'équilibre, et alors que l'injonction très contemporaine du lâcher-prise pèse sur toutes les femmes de ce monde, eh bien, je suis convaincue qu'il est temps de leur permettre de reprendre le contrôle de leurs activités, tout en apprenant aux hommes, en revanche, peut-être à lâcher prise. Donc je pense notamment, vous savez, à ces cours de yoga que font toutes les femmes, que nous faisons toutes, et au sein desquels il n'y a que des femmes, où on nous apprend à lâcher prise en permanence. Et moi, donc, j'invite peut-être les hommes à nous rejoindre dans les cours de yoga et de méditation. Plus sérieusement, le message qui évidemment a été porté à travers la loi du 24 décembre 2021, et que je continue, en tout cas, de faire connaître, eh bien, c'est qu'il faut, nous avons tous à gagner à nous appuyer sur l'ensemble des compétences de notre pays, en réinventant probablement des codes construits par des hommes pour des hommes, et en cessant de juger la compétence des femmes à l'aune de pratiques historiquement masculines. Et à ce titre, je tiens à citer notamment le travail de la chercheuse Stéphanie Dadour, qui indique, dans ce contexte des concours d'architecture, les compétences dites masculines, comme la compétitivité, l'endurance, tendent à primer, et que la cooptation qui perdure pour le choix des jurys de concours favorise évidemment l'endogamie masculine. Mesdames et messieurs, il est temps, je crois, aujourd'hui de définir, femmes et hommes ensemble, de nouvelles règles du jeu, et peut-être quoi de mieux que les architectes pour le faire. Merci beaucoup. Donc, merci Madame Rexa, c'était tout à fait dans le fil de ce que nous avions dit jusqu'alors, puisque j'étais effectivement revenue sur la question de la place des femmes dans l'architecture. J'ai la main ou pas? Oui. Ah oui, d'accord. Donc, pour revenir en arrière. Donc, je voulais parler des prix qui existent en Europe, puisque vous avez vu que l'Arva, c'est un prix français, mais ouvert à l'étranger également. Mais nous avons aussi des prix en Angleterre. Donc, en Angleterre, il existe le prix Architects Journal, avec, il y a 3 catégories. On est à peu près comme des jumeaux, hein, puisqu'on a un peu copié l'un sur l'autre. Donc, la jeune femme, la femme de plus de 40, et nous, on a l'œuvre originale. Eux, ils ont la femme qui est autour de l'architecture, sans être vraiment complètement sur l'architecture. Ça peut être, par exemple, une journaliste, ou comme Madame Binet, qui l'a eu en 2019. Sur le slide précédent, il était indiqué que dans le grand prix d'architecte tel qu'il est fait, nous avons eu Zaha Hadid, il y a eu aussi Catherine Findlay, Amanda Leavitt qui a eu aussi le prix avec l'Arva, Denis Scott Brown, l'histoire de David Scott Brown avec Venturi est bien connue puisqu'il a eu le Pritzker et pas elle, et elle a eu une récompense très très longtemps après, notamment avec ce prix anglais. Et je crois qu'ils lui ont aussi accordé quelque chose au niveau du Pritzker. Yvonne Farrell et les fondations de Grafton Architects aussi ont eu ce prix. Donc les jeunes femmes architectes, cela c'était une chinoise. Donc c'est un prix que j'aimerais bien lancer aussi en France, puisque les grandes tables d'architectes payent 300 € par collaborateur, et ils invitent 15 collaborateurs ou 20 collaborateurs à venir à cette manifestation. Et c'est comme ça que ce prix se finance. Il se finance aussi par le biais de leur journal, ce qui fait que si vous voulez avoir les résultats, il faut payer le journal. Bon, voilà, donc c'est pas tout à fait de la même façon chez nous, puisqu'on ne fait pas payer les gens. Donc là, ils ont créé un nouveau prix qui s'appelle le prix W Awards, qui est pour les femmes architectes et les personnes non binaires. Et c'est pour l'excellence dans la pratique de l'architecture, et c'est basé à Londres. Donc, disons que c'est des gens qui sont un peu d'avant-garde, qui travaillent sur l'égalité professionnelle en Angleterre, et avec lesquels, sans être vraiment partenaires, on est sur le point d'égalité, dirons-nous.
Vous avez le prix qui est une bourse qui se passe en Espagne, qui est la fondation Lili, la grande Lili Reich. C'est dans la fondation Miss Van der Rohe. Donc on a une représentante ici qui va vous en parler mieux que moi, Anna Ramos, et qui va vous expliquer en quoi ça consiste. Donc cette année, le prix a été, la bourse a été attribuée à Anna Bofill, qui est la sœur de Ricardo et qui était une très bonne architecte jusqu'à temps qu'elle se fâche avec son frère et qui a préféré s'investir plus dans la musique tout en continuant à travailler également l'architecture. Donc elle va nous expliquer un peu plus de quoi on retourne un peu plus tard, excusez-moi. Donc je vous explique un peu en France ce qu'on fait. Donc on a créé le réseau Women in Architecture. C'est un réseau qui se base sur une étiquette mondiale. Women in Architecture existe à New York. Nous avons des représentants ici. Existe en Angleterre, nous avons des représentants ici, en Espagne, tout à travers le monde. Et moi, j'ai repris ce terme puisque Women in Architecture me semblait très adapté à ce qu'on veut faire. Et un directeur d'école m'a dit « Mais Madame Guyot, pourquoi utilisez-vous un terme anglais? Quelle horreur !» Je lui ai dit « Mais cher monsieur, je n'y peux rien, ce terme est utilisé par d'autres et c'est une confédération internationale. » Donc voilà. Donc le Women in Architecture France est né en 2018 et nous voulons spécialement représenter la France dans les réseaux européens et internationaux, d'où l'idée d'avoir un nom anglais. Nous voulons aussi mettre en place des mesures pour faciliter l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture au niveau européen et international, faire connaître le prix de la femme architecte en Europe et dans le monde, et participer, élaborer des réseaux de solidarité et assurer le rayonnement de la France et des femmes architectes au travers de notre prix, voire même dans le monde. Ne soyons pas modestes, mesdames. Donc, qu'est-ce que l'on fait d'autre? On fait aussi des visites architecturales. Donc ça, c'est très intéressant. Visites architecturales au parc zoologique de Vincennes, à la ZAC des Batignolles, avec l'architecture dans Paris, avec Sophie Berthelier à la ZAC de Batignolles, non, Boulogne-Billancourt, excuse-moi. Et maintenant, les visites architecturales en 2021, uniquement en Seine-Saint-Denis. J'ai fait femmes, architecture, Seine-Saint-Denis, et ça a super bien matché. J'ai trouvé 5 femmes qui ont eu le prix et qui ont travaillé en Seine-Saint-Denis. Alors, je vous les annonce. Florence Lipski, Dominique Jacob, Sophie Denisov, Fabienne Bull, ici présente. Toutes ces femmes sont présentes et vous feront un petit mot tout à l'heure. Hein. Et en dernier, Tagliabue Benedetta, qui est une Espagnole très connue et qui a construit à Romainville. Romainville, une terre que j'adore puisque j'y habite. Et donc, j'ai réussi à faire déplacer le prix des femmes architectes à Romainville. Je suis très fière de moi. Donc, c'était une très belle excursion pour ceux qui ont pu venir. Il y avait à peu près 50 personnes dans le car, 50 à pied, à vélo, en mobilette, qui couraient derrière. Enfin, parce que c'était la sortie du Covid et on était tellement heureux de se retrouver. C'était un vrai bonheur. Donc, je continue. On s'est inscrit dans un projet européen qui s'appelle Yes We Plan. Yes We Plan, avec des autrichiennes, avec des allemandes, avec des espagnols, la chambre d'architectes et d'ingénieurs de chacun des pays, avec l'ARVA, tout modestement, et avec l'école polytechnique de Valence, très belle école d'architecture. Et donc, qu'est-ce que ces femmes-là ont décidé de faire? Une étude pour comment améliorer la place des femmes dans l'architecture. Donc, nous avons élaboré un certain nombre de préconisations que je vous ai fait passer, que je ferai passer à nos ministres de tutelle, de la culture et aussi au service des droits des femmes, et peut-être même à Elisabeth Borne, et peut-être à M. Macron, pourquoi pas, je ne vais pas m'arrêter là. Donc voilà, un très beau séminaire qu'on a fait à Valence. On s'est toutes réunies pour travailler sur la question de l'égalité et du genre. Et puis le prix des femmes architectes qui a été sélectionné comme Best Practice au niveau européen. Voilà, donc je suis très fière et figurez-vous que l'ARVA, le prix, a fait un bébé. Donc le bébé, oui, mais oui, Jean-François, le prix des femmes architectes a un bébé. Il est né à Vienne et ce prix maintenant a été reporté, entièrement inspiré du prix français. Et donc voilà, je suis membre, un peu la marraine de ce prix. Et nous avons été pour le jury
très belle assemblée. Et nous avons été aussi pour la remise du prix, où ils ont entièrement copié, sauf qu'ils ont fait un prix de la femme ingénieure, alors qu'à l'ARVA, on ne s'intéresse pas aux ingénieurs, mais ça viendra peut-être. Hein, attendez. Et donc, une petite jeune absolument charmante de Lituanie qui a eu le prix international. Je me suis battue pour Madame Jumeau, mais je n'ai pas réussi. Sachez que chaque fois que je me bats pour quelqu'un, il n'a pas le prix. Donc, ce n'est pas la peine d'aller me faire la course, ça ne servira à rien. Vous n'aurez pas le prix, je suis désolée de vous le dire. Donc, Sabina Gregi-Vitiu de Lituanie, Barbara, je vous laisse lire son nom, d'Autriche, et la petite camarade aussi qui a eu le prix émergent. Et là, c'est la femme qui était ingénieure qui a eu le prix. Et alors là-bas, il y a marqué qu'il y a beaucoup de femmes dans l'architecture. Ce ne serait-il pas les prémices d'une crise? Donc je vous laisse débattre là-dessus. 10 ans du prix. Donc là, attention, ça va être lourd, mais ça ne va pas trop durer, je vais me dépêcher, ne vous inquiétez pas. 10 ans de prix, et même Jean-François, il pourra être tranquille, parce que tout à l'heure, on verra des belles femmes, et on va boire un coup, t'inquiète pas, ça va être superbe. Je dis ça, c'était une petite plaisanterie que je pique à Lucchini, parce que Lucchini, il fait un spectacle, et il renvoie une femme avec son mari. Et son mari et sa femme, donc c'est un couple, et la femme, c'est une fanatique de la culture, elle l'emmène partout, 3 expos par jour, Lucchini le soir et tout. Et alors il s'arrête, il dit, écoute Robert, t'inquiète pas, je vais t'expliquer, je vais parler de Nietzsche, je vais te parler de Kant, je vais parler de Marx, de Freud, mais ça va être facile, tu vas tout comprendre. Voilà, donc c'était ma petite référence à Lucchini. Donc le prix des femmes architectes, c'est facile à comprendre, hein. Il y a des jeunes femmes qui ont bien compris, même les étrangers, parce qu'ils ont copié, hein. Ils ont copié sur l'ARVA. Mais ils ont bien fait, parce qu'on ne copie que les belles choses, sachez-le. Donc ce prix est pour mettre en valeur les œuvres des femmes architectes, pour faire connaître et diffuser les projets, pour fournir des modèles féminins aux jeunes générations et pour encourager la parité dans une profession à forte dominante masculine. Donc il y a eu 10 prix, donc je vous la fais un peu rapide, parce que sinon on va y passer la soirée. D'ailleurs, on a prévu un peu de la passer. Mais... Donc première fois, Odile Deck, dans le jury. Le schéma est simple. Une femme architecte, une femme du Conseil national de l'ordre des architectes, quelqu'un du ministère, quelqu'un des personnalités étrangères qui varient à chaque fois. Hein. On a eu le RIBA de Londres, on a eu l'ordre des architectes de Roumanie, la présidente du CROA, Béatrice Oxane, qui est parmi nous et qui nous suit depuis le début, et moi-même. Donc les membres du jury, c'est toujours un peu la même façon de s'organiser. Odile Deck, Anne Desmiens, Jocelyne Bérendt et Françoise-Hélène Jourda, et des clics et des calques la première année. L'année suivante, c'est Emmanuel Gautran et Christiane Schmöckel-Mollard qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui a eu le prix Patrimoine, et René Gailloustet qui a eu le prix Pionnière, Agnès et Agnès pour des jeunes femmes, et le schéma des étrangères, une Allemande, l'ordre, le Roland national, l'ordre régional, des clics et des calques, Odile Deck dans le jury, enfin les lauréats de l'année antérieure. L'année suivante, Corinne Vezzoni qui a le prix à Marseille, bravo. Véronique Descharrières, ici présente pour le parc zoologique de Vincennes, à Paris. Nathalie Régnier-Kagan et Odile, éco-architecte pour les jeunes. Dans le jury, des Italiennes, des Suisses, le ministère, le CNOA, l'ordre des architectes régionales et les lauréates de l'année dernière. Donc c'est un peu le schéma à chaque fois. L'année suivante, Véronique Joffre, qui a le prix, elle est à Toulouse. À chaque fois, je visite les opérations, je vais rencontrer les lauréates, et je fais des films sur toutes les lauréates. J'ai raté l'année dernière, mais à culpa, je vais reprendre ça. Ingrid Taillandier, qui a eu une mention, et Eliane Castelnau, qui a eu le prix Patrimoine. Et donc, le jury, la Slovaquie, l'Autriche étaient représentés, ainsi que les membres habituels. Ensuite, en 2017, Sophie Berthelier, ici présente, qui a le prix. L'architecture, les jeunes femmes. Cécile Mescam, l'œuvre originale. Et Carmen Pinault, le prix international. Et avec Karine Schmutt, qui a, elle, une mention spéciale pour le prix international. Donc, l'Afrique du Sud, l'Espagne rentrent dans le prix des femmes architectes. Cela, c'était en 2017. Donc le jury, pareil, un homme noté, Vincent Lacaille, merci Vincent, du ministère de la Culture d'être venu, et l'Espagne était présente, et l'Italie, et l'Autriche. Donc à chaque fois, des gens qui sont des
valeurs sûres de l'étranger qui viennent travailler avec nous sur ce prix. Donc en 2018, le jury, c'était donc les lauréats de l'année d'avant, plus des Allemandes, des Suisses, des Anglaises. Et les lauréates, c'était Nicole Concordet, qui est à Bordeaux, je crois, et Amanda Livette, qui a le prix international, et Sandra Di Giorgio, qui a le prix Jeune Femme Architecte. Et Mathilde Billet, qui avait le prix de l'œuvre originale. Donc la 7e édition, les lauréates, c'est Madame Perrin, Marie Perrin, qui est une jeune femme tout à fait charmante, qui était en même temps avec Fabienne Bull, était devenue assez amie, toutes les deux un peu, oui, sur les mêmes thèmes, sur les mêmes problématiques, développement durable. Marie-France Châtenay, Dominique Jacob, Elisa Valero et Francine Houben, qui est internationale, qui était une femme de Néerlande. Donc pareil, le jury international avec une femme italienne, qui est professeure à la Sapienza à Rome, et d'autres pays également, ainsi que des Allemandes, des Autrichiennes, des Suisses, et des personnes qui représentent les sponsors. En dernière, avant-dernière, donc on a eu Marie Perrin comme lauréate, on a eu qui revient dans le jury. Donc le jury, alors je ne sais pas si j'ai loupé un truc. Le jury, c'est un peu la même composition avec des Allemandes, avec des Slovènes, avec des gens de l'Académie d'architecture, avec... donc voilà, vous imaginez qu'on a tissé des liens au fur et à mesure de ces rencontres. Et donc les lauréates, Ossom architecte, les jeunes femmes, Catherine Treveljard ici présente pour l'œuvre originale, Sophie Denisov pour une mention spéciale, et le prix international ex aequo Benedetta Tagliabue et Anna Heringer, et la femme architecte Florence Lipski. Donc on a fait ça sur ma terrasse, vous voyez que j'ai une magnifique terrasse, parce qu'il y avait le corona et on ne pouvait pas faire ça ici. Donc vous voyez le jury. Là, il s'est passé sur Internet. Donc, les lauréates de l'année précédente deviennent les membres du jury. Avec Sophie, avec Catherine, avec Béatrice, avec Elisabeth, Johanna. Cette fois-là, on avait 2 Belges qui représentaient l'une l'Union des femmes architectes belges et l'autre les femmes urbanistes belges. Et les lauréates de l'année 2021 étaient ici présentes Anne-Françoise Jumeau. J'ai bien fait attention à ton nom, Anne-Françoise. Béatrice Mouton, Sarah Martin-Camara, Farcine Moussaoui, Marion Tribolet et Eleonore Morand. Tout le monde qui a eu le prix de cette année est là aujourd'hui et j'en suis ravie, à part Farcine Moussaoui qui a eu un petit problème, qui vit à Londres, mais qui nous a envoyé un texte adorable. 10e édition, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Les lauréates, c'est les lauréates de l'année dernière qui font le jury, plus des gens. Alors là, on a fait fort, on a les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne. Donc, aux États-Unis, nous avons Madame Rosalind Sang, ici présente. Nous avons l'Angleterre représentée par Bridget Monroe. Et nous avons également l'Espagne avec la fondation Miss Van der Rohe. Pas n'importe qui, messieurs, dames. Hein, avec Madame Ana Ramos, qui va très vite nous expliquer un peu ce qu'elle fait à Barcelone. Donc voilà, regardez ces belles affiches avec ces fantastiques femmes, n'est-ce pas? Tout le jury de 2022, on peut être fiers de nous, n'est-ce pas, monsieur? Vous appréciez, n'est-ce pas? Et donc des expositions également, on a fait une exposition à Lyon, on a fait l'exposition aussi à Saint-Denis, parce qu'on a fait 2 jours de colloque à Saint-Denis, un très beau colloque avec une variété de sujets abordés de toute façon remarquable par ces femmes. Et aussi, alors là, on excelle, c'est la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles. Attention, les femmes architectes sont présentes. Hein. À chaque fois, c'est la 2e fois qu'on y va, parce qu'il y a eu 2 biennales à Versailles. On a été aussi à Venise, hein, sachez-le. Donc, des thèmes qui sont liés à la terre et à la ville, qui ont été animés par moi-même, avec une qualité des interventions vraiment remarquable. Soigné, un excellent travail de toutes ces femmes. Et donc, voilà, ça s'est passé le 28 mai et le 4 juin. J'espère qu'on continuera dans 2 ans. Et le prochain prix sera peut-être en Suisse, chers messieurs, chères dames. Et oui, parce que la Suisse nous réclame. Peut-être même en Espagne, peut-être même en Grèce, peut-être même en Italie. Et bien sûr en France l'année prochaine. Et voilà, merci beaucoup.
Alors, on va continuer sur le 10e anniversaire aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a un magnifique gâteau. Donc, je suis un peu obligée, pour des raisons que vous devinerez, de citer de nouveau les sponsors, en attendant que les membres internationaux du jury nous rejoignent. Donc, s'il vous plaît, Madame Anna Ramos, s'il vous plaît. Donc, je fais un tout petit rappel. Pavillon de l'Arsenal, merci à vous de nous accueillir. La ville de Paris, le Conseil régional d'Île-de-France.